Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie, chers auditeurs, auditrices, d'être là présents dans notre webinaire sur les rôles du manager. Je suis Madame Seck Tiane Diop, responsable commercial du cabinet ITTE Consulting, qui est un cabinet de management des ressources humaines et de formation professionnelle continue. ITTE s'active dans différents volets. Consulting pour tout ce qui est formation, séminaire, externalisation de la paie, moyens généraux. Également intérim dans tout ce qui est recrutement, placement. ITTE trading pour tout ce qui est vente de consommables de bureau et mobilier. Ensuite, vous avez ITTE, certification Notre Bébé, qui vient juste de naître, qui est une activité à part entière avec des certifications. Nous avons démarré notre première certification sur responsable ressources humaines le 12 mars pour une durée de 8 week-ends. Donc, nous allons démarrer l'autre certification sur le responsable formation que nous allons démarrer le 16 avril prochain. Et nous avons entre autres responsable paye et rémunération. Nous avons la certification droit RH, manager de service, responsable achat, responsable QSE certifié, moyens généraux et enfin management stratégique des ressources humaines. Donc voici les différentes certifications que nous mettons à votre disposition pour vous permettre de valoriser vos compétences, pour vous permettre d'échanger avec les professionnels, les experts métiers qui sont dans le domaine pendant très longtemps. Donc, le pourquoi nous avons choisi le rôle du manager, c'est parce que nous tous, nous aspirons, même si nous ne sommes pas encore des managers, nous aspirons un jour être des managers. Dans ce cas de figure, nous avons besoin d'avoir des outils et des pratiques qui nous permettent, qui nous facilitent nos missions dans les entreprises respectives que nous sommes. Voilà le but du webinaire que nous organisons aujourd'hui. Donc, je vais laisser le soin à M. Oumar Diallo, qui est un formateur consultant certifié, chevronné, qui est très bien dans ce domaine, qui va se présenter et également vous faire part de son profil avant de revenir vous présenter le planning de déroulement. Donc, je vous remercie, M. Diallo, à vous la parole. Merci beaucoup, Tiane. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous sur cette plateforme pour parler de management. Alors, merci à ITTE pour ce qu'ils font pour la formation. Alors, rapidement, ma présentation, je suis électromécanicien de formation. J'ai une vingtaine d'années d'expérience professionnelle. Et on va parler de management, pourquoi? Parce que durant toute ma carrière, j'ai eu à être confronté au métier de manager, bien sûr, et on a appris avec l'expérience que, bon, on ne naît pas manager, il n'y a pas forcément une école dédiée, spécifique à un type de management particulier, mais c'est plus par la pratique qu'on acquiert certains rudiments et certains outils. Alors, par la suite, bien sûr, je me suis bonifié un peu en QHSE, en management de la maintenance, en management stratégique. Et j'ai fait également une certification de formateur en management où j'offre des modules au cadre en management d'équipe, management des compétences, conduite efficace de réunion. Voilà, et on va essayer d'échanger un peu sur ces aspects-là avec des petits outils, des petites techniques assez pratiques. Et je pense que ça va vous donner un peu d'appétit, ça va vous donner envie de poursuivre dans ce métier.
Ça va vous donner envie d'aller un peu plus loin, bien sûr, dans les performances managériales, en sachant que c'est une clé de réussite pour tout responsable dans une entreprise, à commencer par les dirigeants, bien sûr. Voilà, Tiane, je te laisse continuer. Donc, merci, M. Diallo, pour la présentation. Donc, c'est très important, comme il vient de dire, d'assister à ces genres de webinaires ou de formations pour renforcer les acquis, renforcer les capacités, pour vraiment mieux piloter nos missions au sein des entreprises où nous sommes. Donc, le planning va se dérouler comme suit. Le webinaire va durer 1h30 avec 1 heure de présentation. Donc, 10 minutes d'introduction et également par rapport aux questions-réponses, vous avez 15 minutes. Donc, le total va faire 1h30. Et d'ici là, M. Diallo, je vous laisse dérouler. Et puis, à la fin, poser toutes les questions, échanger avec nous vos vécus, échanger avec nous les expériences que vous vivez. Et puis, si vous avez également des questions ou préoccupations, ensemble, nous allons les voir afin de vous satisfaire. Merci à tous. Monsieur Diallo, à vous. Merci beaucoup, Tiane. Alors, je vois on a pas mal de participants, c'est très bien. On va fonctionner donc micro fermé et au besoin, bien sûr, s'il y a des préoccupations urgentes, vous pouvez lever la main. On pourra y répondre et avancer. Alors, de préférence, on va faire le déroulé et ensuite venir à la session de questions-réponses. Utilisez le chat également, puisque je vais vous solliciter régulièrement. Donc, vous aurez la possibilité de donner vos avis par rapport aux thématiques qui vont être déroulées. Je vais vous expliquer un peu comment on va fonctionner. Donc, pour le séminaire, on va essayer de cerner le rôle du manager. Bon, si on sort de cette session avec une bonne notion de la valeur ajoutée d'un manager dans son équipe, je pense qu'on aura gagné le pari. Alors, on va parler de plusieurs choses. On va parler de management situationnel, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'applique. On va parler de maturité des collaborateurs, c'est quoi, on verra. On va parler de mobilité, comment le manager peut être un acteur de la compétence de ses collaborateurs. On va parler d'objectifs, oui, fixer des objectifs sur du manager, comment le faire, comment bien le faire. Bien sûr, on va parler également d'attitude, de comportement que le manager doit avoir dans son équipe. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on va débattre, on va échanger pour vous donner un peu un aperçu. Et bien sûr, on va parler aussi de suivi. Très bien. Alors, si vous avez des questions, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas, il y a le chat, il y a également la possibilité de lever la main, micro ouvert, vous pouvez poser vos questions. Et chaque fois que vous verrez ce signe-là dans une de mes slides, ça veut dire que je vous pose la question. Donc, chaque fois que vous verrez un point d'interrogation, ça veut dire que la question, elle vous revient à vous. Et donc, vous aurez la possibilité de l'écrire en bas dans le chat pour me dire ce que vous en pensez et comment vous voyez la chose. Alors, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse dans ce genre de session. C'est un débat d'idées, c'est un échange d'idées. Et donc, toutes les idées seront la bienvenue. On va le faire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de fun, comme on dit. Alors, on est prêt, on y va. Première question que je vous pose, bien, c'est quoi la valeur ajoutée d'un manager? On va faire le séminaire ensemble, bien sûr, vous l'avez deviné. Est-ce que certaines personnes, ils ont des idées à m'écrire dans le chat sur la valeur ajoutée d'un manager? Dans une équipe, je suis un manager, mais qu'est-ce que je dois apporter de plus à mon équipe? Dans une équipe, j'ai un manager, mais qu'est-ce que j'attends de lui? Quelle serait, d'après vous, la valeur ajoutée d'un manager? À vos claviers.
Très bien. Leadership. Ouais, très bien. Choro. Chocho, Touré. Oui, la valeur ajoutée d'un manager, c'est d'impulser un leadership, oui. Très bien, Céline, la disponibilité. Oui, tout à fait d'accord. Donc, vous êtes en train de me parler de des qualités. On va y arriver un peu plus tard. De manière beaucoup plus pratique, très bien. L'efficacité de son équipe, super. L'efficacité de l'équipe, un bon manager doit adopter le PODC, prévoir, organiser, diriger, contrôler. Très bien, Ibrahima Diouf, très bien. Vision. Donc, vous voyez qu'on attend beaucoup du manager. Ouais. Il doit pouvoir prévoir, organiser, diriger, contrôler. Innovation, très bien. J'attends de ça aussi d'un manager. Développement de compétences, très bien. Oui, tout ça, on peut l'assimiler, bien sûr, à la valeur ajoutée hein, d'un manager. La valeur ajoutée, c'est ce qu'il apporte de plus à son équipe. Du coaching, très bien. Le sens de la responsabilité, une bonne gérance, oui. Du mentoring, oui. Du support, oui. Il doit être un support pour son équipe, très bien. Faire évoluer ses collaborateurs, très bien. Celui qui traduit en acte la vision de l'entreprise par le biais d'un bon leadership. Merci, Babacar. La créativité et l'apport de profit. Oui. Pape Modou. Impartial. Oui. Alors là, on mélange et les qualités et la valeur ajoutée. C'est pas plus mal, c'est pas plus mauvais. Oui. Oui, il doit apporter quelque chose en tout cas à son équipe. Il doit être un exemple pour son équipe. Oui, il doit être un exemple pour son équipe. Difficile, hein, la mission du manager. Appréhender le changement. Très bien. Maintenir la motivation, super, excellent. Il doit maintenir la motivation. Oui, parce que le manager, c'est lui qui donne le rythme, comme on dit. C'est lui qui donne le ton à son équipe. Oui, maintenir la motivation, communiquer, aider l'équipe à atteindre les objectifs. Excellent, merci, Pape. Aider l'équipe à atteindre les objectifs. Savoir vendre son projet, oui, anticiper, Aïssatou. Capacité d'écoute. Ah, mais super, je suis content là. Donc, tout le monde est vraiment dans la peau du manager, une bonne attitude, très bien. Excellent tout ça. Impulser une dynamique d'équipe, très bien. Très bien. Alors, valeur ajoutée du manager. Oui, je dirais, c'est fixer des objectifs précis et les orientations à son équipe. Je ne peux pas être manager d'une équipe, je ne peux pas être responsable d'une équipe, avoir en charge la définition des orientations de mon équipe. Ça, c'est mon rôle à moi. Je ne le délègue pas, je ne le confie pas à quelqu'un d'autre. La fixation des objectifs de mon équipe également, c'est du rôle du manager. C'est moi qui dois dire à mon équipe, voilà les objectifs qu'on doit atteindre. Mais attention, on parle d'objectifs précis. Et pour faire des objectifs précis, qu'est-ce qu'il faut? Il faut respecter quoi? Pour avoir des objectifs précis. Il faut que les objectifs soient comment? Très bien, excellent. Merci Francis. Les objectifs doivent être smart. Chérif, merci, excellent. Donc, ça veut dire que très bien, tout le monde a vu ça. Excellent. Et le manager doit être capable de fixer des objectifs SMART à son équipe, donc spécifiques, mesurables,
accessible, atteignable, mesurable, donc accessible, réaliste, réalisable et temporel. On doit avoir des échéances de temps. Donc, un objectif doit être précis. Et c'est là où le manager peut mettre son équipe sur les bonnes dispositions à atteindre les objectifs. Mais si l'objectif n'est pas précis, ce n'est pas temporel, ce n'est pas réaliste ou ce n'est pas mesurable, ça va rester vraiment comme on dit chez nous, des paroles en l'air. Ça, c'est la première valeur ajoutée qu'on peut citer. Mais le manager, c'est lui qui doit solliciter des pronostics, donc challenger son équipe et faire des retours en temps réel sur les résultats. Puisque j'ai fixé des objectifs à mon équipe, régulièrement, je dois faire le point avec eux pour voir l'atteinte des objectifs ou non et challenger la mise en œuvre d'action pour soit les atteindre si ce n'est pas fait ou relever les résultats pour aller vers des objectifs encore beaucoup plus ambitieux. Et c'est lui qui doit faire cette animation-là au sein de son équipe. Alors, le manager, c'est lui qui doit contrôler la conformité des activités de son équipe. Il ne peut pas déléguer cette tâche-là. Alors, il y a beaucoup de managers qui ont tendance à déléguer cette activité de contrôle. Ça, c'est le rôle du manager. Après que l'équipe ait fait tout ce qu'il y a à faire, il faut qu'il s'assure que le travail a été bien fait, puisque ça porte sa signature. Ça, c'est le rôle du manager. Et ça permet à l'équipe aussi d'être rassurée qu'il y a quelqu'un derrière qui surveille ce qu'on fait. Le manager, c'est lui qui doit mettre en place les procédures avec son équipe et c'est lui qui est le garant de ces procédures, donc il doit rappeler toujours les règles et procédures à suivre. Et quand vous êtes dans ce rôle-là, vraiment, vous jouez pleinement votre mission de manager au sein de votre équipe. Et bien sûr, le manager, c'est lui qui doit développer les compétences de ses collaborateurs, avec l'appui, bien sûr, des gens en charge des ressources humaines ou autres. Mais la première responsabilité, c'est le manager, puisque c'est lui qui identifie les besoins des collaborateurs en compétences et c'est lui qui les fait monter en compétences avec différentes actions, bien sûr, qu'on va voir par la suite. Le manager est donc le garant de la réussite de son équipe et de l'état d'esprit qui anime son équipe. C'est vraiment important de saisir cette notion-là. Il est simple à retenir, si l'équipe gagne, c'est parce que le manager, il a fait son travail. Si l'équipe perd, malheureusement, on va l'attribuer au manager. Et c'est là où la tâche du manager devient difficile. Prenez l'exemple du sport. Quand une équipe perd, tout le monde va tirer sur le manager, donc le coach. Alors que le coach, il n'était même pas sur le terrain. Donc, pour vous dire qu'il est vraiment garant de la réussite de son équipe et surtout de l'état d'esprit qui anime son équipe. Donc, c'est lui qui donne le ton. OK? Ça vous parle? Très bien. Alors, une petite ouverture pour les futurs managers. Quand vous devenez manager alors que vous ne l'étiez pas avant, on dit que vous changez d'identité professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a décidé, ou l'entreprise a décidé de vous confier des responsabilités de manager, donc de vous confier une équipe. Ou bien on vous a choisi dans votre équipe pour être le manager de cette équipe-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir changer d'identité professionnelle. Maintenant, on est responsable du travail qui est effectué par notre équipe, donc par d'autres personnes. Piège à éviter, de continuer à faire comme si on était membre de l'équipe. On ne peut plus faire ça. On ne peut pas également continuer à tout centraliser. Il faut déléguer. On ne peut plus également s'approprier les succès de l'équipe et non les erreurs, comme avant. Parce qu'avant, j'étais seul dans mon coin, je faisais un travail, je le défends. Quand c'est bon, voilà. Quand c'est pas bon. Par contre, quand j'ai une équipe, malheureusement, si l'équipe commet des erreurs, il faut les assumer en tant que manager. Aussi bien qu'on s'approprie des succès de l'équipe.
Deuxième aspect important dans ce changement d'identité professionnelle, la relation avec votre entourage va changer forcément. Puisqu'on était tous ensemble dans un club avec les mêmes niveaux. Alors, je vais couper un micro qui voilà, merci pour les micros. La relation avec l'entourage change. Pourquoi? Parce que je suis dans une équipe, on m'a désigné manager de cette équipe-là, je ne peux plus continuer à faire comme si j'étais toujours un membre simple de l'équipe. Ce n'est plus possible. Par contre, je ne peux plus également continuer à faire du copinage comme avant. Troisième piège dans ce changement avec l'entourage, je ne peux pas faire de l'autoritarisme non plus. Alors, pour ces expériences-là, je les ai vécues personnellement. J'ai déjà été désigné manager d'une équipe. J'ai commencé à faire l'autoritaire. C'était il y a très longtemps. C'était mes premières expériences de manager où je faisais vraiment beaucoup d'erreurs. Et je faisais de l'autoritarisme. Voilà, maintenant c'est moi le chef, donc voilà, vous me devez obéissance, etc. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc, piège à éviter. Je ne peux pas également continuer à faire du copinage. Je suis copain avec Momodou. Un beau jour, je deviens le manager de tout le monde, y compris le manager de Momodou. Je ne peux plus continuer à faire copain avec lui en laissant le reste de l'équipe à côté. Et donc, le reste de l'équipe va me voir comme si c'est Momodou mon préféré dans l'équipe, alors que ce n'est pas le cas, mais ils vont le comprendre comme ça. Donc, je suis obligé de négocier de nouvelles règles avec mes collègues pour que le travail puisse bien fonctionner. Donc, pensez bien à ça. C'est une ouverture que je voulais vraiment faire durant ce séminaire, en sachant que, bien sûr, durant la formation, on rentre beaucoup plus dans les cas pratiques. Mais retenez que manager, c'est une nouvelle casquette qu'il faut assumer et qu'il faut prendre en compte. Allez, on a parlé de la valeur ajoutée des managers. Deuxième question que je vous pose, le chat est ouvert. Quelles sont les qualités d'un bon manager? Je l'ai même dit rajouter d'un bon manager. Quelles sont les qualités que vous souhaitez voir chez un manager? Tout à l'heure, j'ai commencé à avoir des réponses dans le chat avec la première question. Et voilà, maintenant on y est. Quelles sont les qualités d'un manager? À vos claviers, bonne attitude, sens de l'écoute, très bien. Collaboratif, gérer bien le stress. Avoir le sens de l'écoute, il doit être empathique. Engagement personnel. Empathie, très bien. Organisé. Ouverture d'esprit, aisance dans la prise de décision. Méthodique, excellent tout ça. Capacité de délégation. Il doit savoir déléguer, il doit être rigoureux. Être organisé, l'esprit d'équipe, sens de responsabilité, honnêteté. Capacité de communication, communicatif. Très intéressant tout ça. Transparent. Rigoureux. Savoir transformer les difficultés en opportunités. Il doit être inspirant. Excellent. Oh, beaucoup de qualités qu'on demande à un manager. Maintenant, si je vous posais une autre question, parmi toutes ces qualités que vous avez citées, qu'est-ce qui ressort le plus entre le savoir-faire et le savoir-être? D'après tout ce qu'on vient de lire là, avoir le sens de l'éthique, merci. Qu'est-ce qui ressort plus, le savoir-faire ou le savoir-être quand j'ai besoin d'un manager? Savoir-être.
AMN. AMN, c'est qui Aminata? Le savoir-être, Tchocho Touré. Le savoir-être, Ibrahim Diouf. Pape Mamadou Ndiaye, le savoir-être. Merci. Encourager l'équilibre entre vie professionnelle et vie professionnelle. Oui, personnel et personnel. Savoir-être. Donc, vous voyez, tout le monde a besoin que le manager, il nous apporte plus du savoir-être que du savoir-faire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je deviens manager, merci tout le monde. Super, bonne réponse. Donc, ça veut dire que quand je deviens manager, mon équipe attend plus du savoir-être de moi que du savoir-faire. Retenez bien ça. On ne vous met pas manager parce que forcément vous êtes le meilleur technicien, le meilleur ingénieur, le meilleur voilà, de votre domaine, mais parce que vous avez des qualités de management. Et ça, c'est du savoir-être. Et c'est pour cela que la règle, c'est le manager, c'est 80% de savoir-être et 20% de savoir-faire. 80% de savoir-être et 20% de savoir-faire. Et c'est ce que vous avez listé. Donc, ça veut dire que pour être un bon manager, il faut que je travaille mon savoir-être. Oui, merci Birahim. Ça vous montre l'exemple, savoir-être. Excellent. Vous voyez, donc le manager, ce n'est pas seulement celui qui vient, qui dit « moi, je connais mieux que vous, je suis plus compétent que vous ». En réalité, les collaborateurs, bon, excusez-moi, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas est-ce que vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. C'est qu'est-ce que vous allez faire avec eux, qu'est-ce que vous allez faire d'eux et comment vous allez vous y prendre. Ça les intéresse par contre. Tu es bon, tu n'es pas bon, certainement c'est vrai, puisque tu as été nommé manager, donc certainement ça veut dire que tu es bon dans ton domaine. Mais dans le savoir-être, on attend de voir. Donc le manager doit travailler son attitude, son comportement, et il doit savoir développer ses compétences, même sous pression. Ça vous parle pour les qualités de manager? Allez. Je vais parler maintenant de mobilité des collaborateurs. Alors, je vais y aller étape par étape. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de tout comprendre tout de suite, mais c'est juste pour vous donner une ouverture avec des petits outils simples et aussi pour les managers qui sont connectés, de réfléchir un peu aux équipes qui sont sous leur responsabilité et de se dire, ben tiens, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ces personnes-là, je peux encore faire quelque chose pour eux. Alors, on commence d'abord par imaginer quelle doit être la maturité de notre collaborateur. Pourquoi on parle de maturité? Pour le manager, connaître la maturité du collaborateur permet de situer son collaborateur dans une matrice, dans une grille, en distinguant bien sûr le savoir-faire, le vouloir-faire du collaborateur, parce que c'est deux notions différentes. Alors, pour le savoir-faire, on peut avoir plusieurs aspects. Soit le collaborateur n'a pas le profil pour effectuer cette tâche ou cette mission, ou bien il faut le former, ou bien il est compétent pour ça, ou bien il a vraiment une expertise par rapport aux activités ou à la tâche qu'on lui demande. Vous voyez qu'en termes de savoir-faire, nos collaborateurs pour une tâche donnée n'ont pas le même profil, n'ont pas la même compétence. Et pour le manager, il faut savoir à quel niveau de compétence ce collaborateur il est par rapport à une tâche donnée. Alors, par rapport au vouloir faire, même chose. On peut confier une tâche à un collaborateur, il n'a pas du tout envie de faire cette tâche-là. Ou bien il faut l'aider, le guider, ou bien il aime vraiment faire ça, ou bien encore il adore, c'est-à-dire même si on ne lui demande pas, c'est lui qui va venir faire parce qu'on sait que c'est son dada, il aime ça. Et tous les managers, ils savent apprécier tout ça de leurs collaborateurs. À part quand vous en avez beaucoup, après c'est intéressant de pouvoir matcher les activités qu'on leur confie avec la maturité. Alors, comment on fait? Je vous propose une grille pour regarder l'indice de polyvalence de votre équipe.
Donc, sur la colonne 1, vous effectuez une liste des 10 tâches les plus importantes de votre service. Par exemple, vous avez un service et vous listez les 10 tâches les plus importantes sur la colonne 1. Ensuite, sur la colonne 2, vous mettez le nom des collaborateurs, de tous vos collaborateurs, et vous allez les lier, bien sûr, aux activités après. Et donc, dans cette colonne où vous avez tous les collaborateurs, vous allez mettre les niveaux de compétences pour la tâche. Donc, pour chaque tâche que vous avez citée à gauche, vous allez mettre le niveau de compétence en vous rappelant la grille dans le slide précédent. Soit il a le profil, il n'en a pas, il est compétent ou il est expert. D'accord? Et donc, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous voyez? On a, par exemple, ici pour un service de comptabilité, 3 tâches qui sont listées: validation des paiements des frais généraux, résultats mensuels, déclaration fiscale. Et on a 4 collaborateurs. Et pour chaque collaborateur, on a mis le niveau de savoir, donc le niveau de compétence. Donc le savoir-faire du collaborateur par rapport, bien sûr, à la tâche. Et donc ça vous donne une couverture pour le service. Ouais, couverture actuelle. Donc, quand vous faites le ratio, vous avez une couverture actuelle. Et bien sûr, vous avez une ambition aussi pour le service, c'est d'aller à une couverture potentielle. Donc, ça vous permet déjà de prévoir où est-ce que vous voulez aller avec les niveaux que vous avez cités avec vos collaborateurs. Donc, vous voyez, il y a le taux de polyvalence individuelle actuel que vous pouvez mesurer. Donc, pour chaque collaborateur, et vous avez le taux de polyvalence individuelle potentielle. Donc, ce que j'attends de réaliser avec mon équipe avec le temps. Ouais. Ça, c'est simple à faire. Ensuite, vous faites le même exercice pour le vouloir faire. Donc, même grille, mais là, on évalue le vouloir faire. Est-ce qu'ils aiment faire cette tâche? On a regardé, est-ce qu'ils savent le faire? Est-ce qu'ils savent le faire? Maintenant, on regarde, est-ce qu'ils veulent le faire? Et ça nous permet d'avoir aussi un statut actuel pour les vouloir. Et donc, si on combine ces deux tableaux-là, de savoir et de vouloir, ça nous donne une grille de maturité globale pour l'ensemble de ces collaborateurs, mais également pour le service. Et ça nous donne un bilan de performance pour les tâches de notre service. OK? Et c'est ça qui vous permet de construire ce qu'on appelle la matrice de polyvalence. Si vous remarquez bien, on a ici 4 collaborateurs et on a toutes les activités à gauche ici. Voilà, avec la couverture de l'activité actuelle et potentielle, donc où est-ce qu'on va aller. Et tout à fait en bas, taux de polyvalence individuelle et taux de actuel et potentiel. Donc, on l'a pour l'ensemble du service et on l'a pour chaque collaborateur par rapport à son niveau de polyvalence. Et vous voyez que pour Madame Laine, par exemple, elle est à 31% de taux de polyvalence. Et on veut l'amener à 56%. Donc, pour M. Herbert, il est à 25%, tout à fait en bas, on veut l'amener à 100%. Oui, ça c'est des grilles assez simples pour un manager qui lui permettent tout de suite d'avoir une petite cartographie de son équipe avec ses activités et tâches. Et ça permet de, bien sûr, travailler sur la mobilité des collaborateurs et eux, ils vont sentir qu'on est en train de faire quelque chose pour qu'ils montent en compétences. Et je vous ai mis à côté une référence là, un livre de ressources humaines, Relancer la mobilité interne, avec 10 fiches pratiques de Philippe Taquet, édition Error. Donc, je pense qu'après, Tiane, certainement, tu pourras
leur donner les références pour ceux qui le souhaitent. Et donc, dans les formations en management d'équipe, management de compétences, c'est tous ces outils-là qu'on essaie de développer, d'expérimenter pour vous donner des fiches pratiques qui vont permettre d'être beaucoup plus à l'aise, bien sûr, dans le management de votre équipe. Alors, transition, management situationnel. Management situationnel. Alors, le management situationnel est en relation directe avec ce qu'on vient de voir sur la mobilité interne. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous permet de vous connaître vous-même, de connaître vos collaborateurs, donc leur maturité, et de savoir comment faire pour actionner les leviers qui vont leur permettre d'être meilleurs, donc ils vont essayer de faire monter en compétence l'équipe, mais qui vont bien sûr faire monter en compétence votre collaborateur. Mais surtout, et le plus important, qui va mettre le manager à l'aise dans sa manière de gérer son équipe et de gérer son collaborateur. Puisque dans le management situationnel, on va se rendre compte qu'effectivement, et comme tous les managers le vivent actuellement, tous les agents ne sont pas gérés de la même façon. On a des types différents. On ne peut pas appliquer le même style de management pour tout le monde. On est obligé de s'adapter. Mais comment faire? C'est ce qu'on va essayer de voir. On revient sur la maturité. Donc, le premier exercice, la première étape pour vous en tant que manager, c'est de déterminer la maturité du collaborateur. Donc, la maturité, qui est la combinaison entre le savoir-faire et le vouloir-faire. Le savoir-faire va déterminer sa maturité professionnelle, donc ses compétences, son expérience, ses connaissances, ses capacités à faire le travail. Alors que sa maturité psychologique détermine son vouloir-faire, donc son envie de faire, sa motivation, son enthousiasme, sa ténacité, son dynamisme, sa persévérance, sa volonté de faire. Et ces deux notions qui vont ensemble pour que vous sachiez comment situer sa maturité et quoi faire par rapport à cette maturité-là. Alors, comment faire maintenant pour déterminer la maturité du collaborateur? Voilà la grille qu'on vous propose. Bien sûr, vous le trouverez dans les livres de management aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un diagramme comme ça, avec vouloir-faire et savoir-faire, donc savoir-faire en ordonnée, vouloir-faire en abscisse, faible à gauche, élevé à droite, faible en bas, élevé en haut. Et pour chaque activité que vous confiez à un collaborateur, vous posez la question, pour cette activité-là, le collaborateur, il se situe où? Et on va retrouver 4 types de maturité. Ce qu'on appelle la maturité 1, c'est le collaborateur qui ne veut pas faire la tâche et qui ne sait pas la faire. Donc, il y a une activité, non seulement il ne sait pas la faire, mais il n'a pas envie de la faire. On dit qu'il est en maturité 1. En maturité 2, on a le collaborateur qui a envie. Si vous remarquez bien, on s'est déplacé pour aller vers vouloir faire élevé. Donc, il veut maintenant, mais ne sait pas encore, puisque savoir-faire est toujours en bas, c'est faible. Que ça commence à venir, mais ça reste encore maturité 2. Alors, tout à fait en haut à droite, on a un savoir-faire élevé et un vouloir-faire élevé. Donc, le collaborateur, il veut faire la tâche et il sait la faire. On appelle ça les M4. Comme on dit dans notre langage, c'est nos chevaux de course. Les personnes qui sont vraiment pleines de motivation et qui savent réaliser correctement leur travail. Et en M3, on a le collaborateur qui sait faire, puisque le savoir-faire est élevé, mais vous voyez que le vouloir-faire a baissé. Il ne veut plus, ou bien il veut maintenant poser des conditions. Alors, pourquoi on dit il ne veut plus? Parce qu'en général, en M3, on retrouve des personnes qui étaient en M4, et il y a quelque chose qui a fait que, voilà, ils ont basculé. Donc, ils ne veulent plus faire. Mais ils ont déjà prouvé qu'ils savent faire l'activité. Ou bien ils posent certaines conditions, ou bien ils respectent, ou bien, voilà. Et donc, ça vous permet, vous, par rapport aux activités que vous confiez aux collaborateurs,
de le situer tout de suite, il est dans quelle catégorie, il est dans quelle maturité. Est-ce qu'il est en M1? Est-ce qu'il est en M4? Est-ce qu'il est en M3? Etc. Et vous, ça vous fait voir les choses différemment. Parce qu'entre quelqu'un qui est en M1, qui ne veut pas, qui ne sait pas, et quelqu'un qui est en M4, qui veut et qui sait, je n'aurai pas la même approche. D'accord? Donc, M1, c'est le collaborateur qui n'a aucune idée de comment exécuter sa tâche, il n'a pas le désir ni la confiance de l'apprendre. M2, nouveau collaborateur motivé, mais peu de connaissances encore. Il veut ou souhaite réaliser de la tâche, mais n'a pas encore les compétences. Vous voyez, en M1, M2, en général, c'est les débutants. En M4, le collaborateur exécute sa tâche correctement, il est motivé et plein de confiance. Donc, ici, RAS, comme on dit. Et en 3, le collaborateur a déjà prouvé qu'il sait exécuter la tâche, mais n'a plus la motivation de la faire. Vous voyez, c'est 4 maturités totalement différentes. Et c'est important pour vous, en tant que manager, de pouvoir reconnaître la maturité des collaborateurs, puisque c'est ça qui va vous permettre de mettre en place le management situationnel ou bien le management individualisé. Voilà, 2 grilles de management situationnel que je vous propose. Le style de management selon Blake et Mouton. Alors, pour les 9.1, 9.9, bon, certainement, on va en reparler une autre fois, puisque le webinaire ne va pas me permettre de rentrer dans les détails. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les 4 styles préférentiels et le style 5.5 qui est intéressant parce que c'est compromis et négociation. Donc, à retenir, on a le management en roue libre qu'on appelle le 1.1. En roue libre, c'est le management délégatif. C'est-à-dire, c'est le manager qui ne fait rien. Le 9.1, c'est autorité ou obéissance, c'est le management directif ou autoritaire. Et vous avez du 9.9, team ou management participatif. Et en 9.9, le management social ou associatif ou participatif. Et le team management qui est en 9.9. Et 5.5, compromis négociation. Ça, c'est la grille de Blake et Mouton. Alors, ce qui est important dans ces styles-là, c'est que vous, manager, avant de vous attaquer à appliquer un style, un exercice intéressant à faire, c'est de faire le test pour savoir quel est votre style à vous. Quel est votre style, c'est-à-dire quel est votre style préférentiel. Quand vous connaissez votre style préférentiel, maintenant, c'est intéressant de connaître les autres et de vous dire, attention à mon style préférentiel. Parce que mon style préférentiel peut s'appliquer, bien sûr, à un type de maturité, mais pas à tous les types. Et si j'ai tendance à utiliser mon style à tous les types de maturité, bien sûr, je ne pourrais pas prétendre à de bons résultats. Donc, toujours Blake Mouton, donc ça, style. Le style laxiste, c'est le management en roue libre, donc laisser faire. Le 9.1, donc c'est vraiment autoritaire. Et intégrateur 9.9 et participatif ou social, c'est le 1.9. Donc, vous voyez que les styles en 1 point, c'est du management orienté humain, hein, participatif, laxiste. Et les 1 en bas, c'est management orienté production, donc plutôt sur la tâche, centré sur la tâche. Et le reste, c'est centré sur la relation. Alors, ça, c'est une première grille. La deuxième grille du management situationnel, qui est un peu pareil hein, à l'ancienne, c'est RC et Blanchard. C'est 4 styles de management. Le style délégatif, qu'on a associé là-bas au style roue libre. Le style directif, donc qui est l'autoritaire.
le persuasif, qu'on appelle également le management explicatif, et le style participatif, qui est le style du management social ou associatif. Alors, pourquoi tous ces styles-là? Parce que les maturités sont différentes. Puisqu'on a 4 maturités de collaborateurs, ben, il nous faut 4 styles de management différents. Et un manager doit apprendre tous les 4 styles de management et savoir les appliquer en fonction du collaborateur. Et c'est pour cela qu'on parle de management situationnel ou bien management individualisé. Donc, le style autoritaire, c'est vraiment, il faut diriger, il faut imposer. Donc, le style explicatif, c'est vraiment beaucoup de conviction, il faut persuader, il faut convaincre, il faut entraîner jusqu'à ce que les collaborateurs aient la main. Le style social, c'est vraiment pour les collaborateurs qu'on veut remettre dans la danse parce qu'ils se sont démotivés, ils se sont découragés, donc il faut les écouter, il faut les épauler. Il y a tout un travail social à faire avec eux. Et bien sûr, le style délégatif, c'est là où on laisse le collaborateur faire, on le laisse faire. On n'a pas besoin d'être derrière lui, on lui fait confiance. Quand appliquer quel style, bien sûr, pour la maturité 1, il faut faire le style directif, forcément. Pour un collaborateur qui ne veut pas, qui ne sait pas, il faut faire de l'autoritaire avec lui. Il faut faire de l'autoritaire avec lui. Je vais écrire. Ici, il faut faire du directif. Ouais. Pour la maturité 1. Contrôle rapproché, des instructions précises, il faut formaliser, il faut les surveiller, il faut leur montrer, il faut les entraîner. Il ne faut pas les... J'étais au style de management individualisé ou management situationnel. Donc, je reviens sur ce que j'écrivais sur la maturité. On a dit qu'ici, il faut appliquer un style directif, puisque le collaborateur, il ne sait pas encore comment faire, il se pose encore plein de questions. C'est au manager vraiment de le suivre jusqu'à qu'il soit dans les rails. Et une erreur qu'on fait souvent dans ce style de management-là, c'est quand on a des nouveaux, des personnes qui sont en maturité 1, le manager a souvent tendance à le laisser à lui-même en disant que bon, il va se démerder, il va se débrouiller, il n'a qu'à s'adapter. C'est l'erreur à ne pas commettre. La personne risque de rester longtemps sans pour autant s'en sortir. Alors, pour la maturité 2, explicatif, persuasif. Après quelques temps, quelques mois, le collaborateur, maintenant, il commence à comprendre, ça commence à l'intéresser, il vient poser des questions. Et là, le manager doit changer de style. On ne fait plus maintenant de directif avec lui, on l'explique, on le persuade, on essaie de le convaincre, il peut demander des explications, on encourage la collaboration, on fait du suivi avec lui. Et une erreur également qu'on fait dans ce style-là, c'est qu'on estime que, à tort d'ailleurs, que le gars là, depuis qu'il commence à comprendre maintenant, bon, il pose trop de questions, etc. Non, vraiment, le gars là, mais c'est normal, il est en train de monter en maturité, on doit l'accompagner. Il se pose des questions, on doit répondre à ces questions. Hein? Donc, n'oubliez pas ça. Alors, ensuite, maturité 4. Ici, on fait... Alors, j'essaie de retrouver ma souris. Alors, pour la maturité 4, on fait un style de management délégatif en maturité 4. En maturité 4, c'est le collaborateur qui sait faire et qui a envie de faire. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Il est déjà motivé, il est engagé. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? Je dois faire un style délégatif. Je dois faire du management en roue libre. Je dois faire du management du laisser aller. Je le laisse faire. Je n'ai pas besoin d'être derrière lui,
tout le temps, pour lui demander des comptes. Et ça, c'est important aussi de le savoir, parce que beaucoup de managers font cette erreur-là avec des M4. Ils sont derrière eux, ils leur mettent la pression, ils les surveillent, ils leur demandent des rapports, des comptes rendus. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes convaincu. Donc, vous devez faire du délégatif, confier beaucoup plus de responsabilités à ces personnes-là. C'est ça que vous devez faire en tant que manager, plutôt que de rester derrière eux. Et à tort, certains managers, quand ils voient des M4 qui sont tellement engagés, ils peuvent penser que le gars-là veut prendre ma place. Ce n'est pas ça. Il a juste envie de montrer de quoi il est capable. Donc, il faut lui donner beaucoup plus de challenges, beaucoup plus de missions. Il faut le responsabiliser. Et vous, ça vous permet de prendre du recul pour vous occuper d'autres choses. Pour vous occuper de quoi, par exemple? Des M3. Parce que les M3, c'est des personnes qu'il faut gérer. Les M3, c'est des collaborateurs pas faciles à manager. Parce qu'ils sont un peu démotivés, ils sont découragés et on doit les écouter. Hein? Vous avez parlé de ça tout à l'heure. L'écoute, ça fait partie des qualités du manager. Et un M3, c'est quelqu'un qui est compétent, il est bon dans ce qu'il fait. Mais voilà, il s'est découragé suite à quelque chose, une nouvelle organisation ou n'importe quoi. Et le manager doit aller vers ces personnes-là, les écouter, savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire en tant que manager pour vous aider, etc. Et une erreur qu'on fait beaucoup ici, c'est que quand on a des M3, très souvent les managers font ce genre d'erreur-là. Au lieu de faire du participatif, l'associatif, ils font du directif parce que le gars commence à imposer, à refuser des choses. On veut maintenant lui mettre la pression. Ça ne marche pas. Alors, je vous le dis parce que j'ai essayé, hein, ça n'a pas marché. C'est pas la peine de faire la même erreur que moi. Donc, pour les M3, il faut aller vers eux. Il faut provoquer la discussion. Il faut les écouter. Il faut essayer de les comprendre. Il faut faire ce qu'on appelle du follow-up. Il faut les soutenir. Il faut les encourager. Et vous allez voir que ça va changer énormément de choses. Et vous pourrez les ramener en M4, leur donner des missions et les valoriser davantage, puisqu'ils ont déjà prouvé. Sinon, c'est des salaires que vous payez en moins. Alors, pourquoi le manager doit faire tout ça? Voilà, pourquoi il doit avoir tous ces styles-là, il doit faire en sorte que tous ses collaborateurs montent en compétences et qu'ils soient autonomes. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde soit en M4. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tout le monde est autonome dans ses activités, dans ses actions et a l'envie de le faire, le manager peut faire autre chose. N'est-ce pas? Il peut faire autre chose. Il peut faire quoi? Il peut faire quoi, le manager? Il peut atteindre son objectif. Son objectif, c'est quoi? C'est l'objectif du manager, PME. Avoir du temps pour lui en tant que manager, faire son travail de manager. C'est-à-dire partisan du moindre effort. Ou bien, si vous préférez, promotion des meilleurs éléments. N'est-ce pas? Voilà, on peut résumer. Tiens, je pense que j'ai tenu dans l'heure pour échanger un peu avec nos amis sur les subtilités du management d'équipe. J'espère avoir donné quelques explications intéressantes pour tout le monde. Je suis maintenant à votre disposition pour les contributions. Merci beaucoup, M. Diallo. En tout cas, ça a été très, très, très intéressant. Donc, nous avons suivi avec intérêt. Vraiment, cher manager, il y a beaucoup qui vous attendent. Hein? On a tellement de choses que nous devons faire pour mettre à l'aise notre équipe, également les aider à atteindre les objectifs. Donc, avant de faire la synthèse, on enchaîne rapidement avec les questions et réponses avant de faire la synthèse. Donc, posez vos questions et puis M. Diallo va tout traiter, Inch'Allah. Alors, peut-être pas tout. On va essayer. Oui. La première, c'est quels sont les indicateurs qui montrent le passage de niveau
à un autre niveau de maturité? Oui, très bonne question. Très bonne question. Donc, quand vous faites votre grille de maturité d'un collaborateur, c'est facile de savoir qu'on est passé d'un niveau à un autre. Puisque la maturité, vous la mesurez par rapport à l'activité que vous confiez à un collaborateur. Alors, supposons, je confie à un collaborateur la réparation d'une machine, ou bien je lui confie les déclarations fiscales. Donc, pour ces activités-là, le jour où je vais me rendre compte qu'il sait le faire correctement et il a envie de le faire, je saurai qu'il est en maturité 4. Vous voyez, c'est comme ça que je vois le passage en maturité. En maturité 1, donc il ne sait pas faire, il ne veut pas. Et au fur et à mesure, il va monter en 2. Donc, je vois qu'il s'intéresse, il pose beaucoup de questions, il fait un peu, il tâtonne, il s'en sort après. Mais si je l'aide, je sais qu'il sera autonome dans peu de temps. Et dans peu de temps, quand vous sentez le collaborateur qui est autonome à 100% sur la tâche et il a envie, il n'attend même pas les consignes, là, je sais qu'il est en maturité élevée sur l'action. Maintenant, les M3, bien sûr, quand il rechigne tout le temps à la tâche, il se plaigne tout le temps, je vais me dire, bon, celui-là, il est encore en M3 pour cette tâche-là, donc il faut que je discute avec le collaborateur. Autre information intéressante, c'est que pour un même collaborateur, il peut avoir plusieurs types de selon les activités qu'on lui confie. Donc, ça veut dire que le matin, je peux faire du directif avec lui par rapport à une tâche, et l'après-midi, je fais du délégatif avec la même personne par rapport à une autre tâche, parce que les maturités ne sont pas les mêmes. OK? Tout à fait. D'accord. Donc, vous pouvez toujours lever la main pour poser vos questions. Oui, vous pouvez parler, hein? J'aime bien entendre les voix aussi. Tout à fait. Donc, la deuxième, c'est pouvez-vous revenir sur les qualités du manager et la grille de maturité? Alors, il faut que je fasse ça. Alors, sur les qualités du manager, vous avez remarqué qu'en posant la question, plusieurs qualités sont ressorties. On disait qu'un manager, il doit avoir le sens de l'écoute, il doit être disponible, il doit être impartial, il doit être empathique, il doit être responsable, il doit être rigoureux, il doit être... Voilà, on a cité pas mal de qualités d'un manager. Et pour résumer tout ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, pour un manager, il doit regrouper 80% de savoir-être, c'est-à-dire du comportemental, des attitudes, du savoir-être, et 20% de savoir-faire. Ça veut dire que les collaborateurs, ce qu'ils attendent du manager, c'est plus son aspect, bien sûr, savoir-être, donc sa capacité à manager, plutôt que de venir leur montrer que c'est lui l'expert dans le domaine. D'ailleurs, vous n'êtes même pas là pour faire le travail. Vous avez une équipe qui doit le faire pour vous. Donc, ce n'est pas la peine de déployer toute votre expertise, mais plutôt d'aider les collaborateurs à faire ces activités-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est plus de savoir-être qui est requis pour le manager. Et donc, la grille de maturité, oui. La maturité des collaborateurs. Donc, on avait identifié les 4 types de maturité. Et donc, la maturité, vous l'examinez toujours par rapport à une tâche, bien sûr, par rapport à une activité. C'est beaucoup plus parlant. Et donc, les 4 types de maturité, la maturité 1, il ne veut pas, il ne sait pas. Maturité 2, il veut, mais ne sait pas encore. Maturité 4, il veut et il sait. Et maturité 3, le collaborateur sait, mais ne veut pas, il ne veut plus. Ou bien il pose des conditions. Donc, il faut vraiment négocier avec lui. Et donc, si on sait reconnaître la maturité du collaborateur par rapport à l'activité qu'il va mener, c'est facile de mettre en place un style de management qui va lui permettre d'être autonome dans sa tâche.
Alors, contribution, Babacar, est-ce qu'on te laisse le micro? Ce serait bien que tu puisses échanger avec tout le monde, non? Je pense que tout le monde ne lit pas. Oui, avec plaisir. Ah, il a un souci avec son micro. Donc, il y a une question avant la contribution de Babacar. Babacar, nous allons vous laisser contribuer tout à l'heure. Donc, Nolbert demande pour déterminer les indices de maturité, c'est au cours de recrutement dans question-réponse ou dans un test aux employés? Bonne question. Bonne question. Alors, les indices de maturité, bon, malheureusement, au recrutement, c'est difficile de pouvoir apprécier tout ça parce que le manager a besoin d'avoir un peu de vécu avec son collaborateur pour élaborer sa grille de maturité. Donc, c'est quand vous faites l'évaluation de votre personnel que vous essayez d'identifier leur maturité par rapport aux activités. En général, moi, je le fais très souvent quand je prends en main une nouvelle équipe. Quand j'ai une nouvelle équipe sous ma responsabilité, j'essaie de rencontrer tout le monde et d'avoir un temps avec chacun et je note par rapport aux activités qu'ils sont en train de mener. J'essaie de jauger pour voir est-ce qu'ils sont à l'aise dessus, est-ce qu'ils aiment le faire, etc. Ça me permet d'avoir une vision globale, un indice de maturité de ce collaborateur par rapport aux activités qu'il mène. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets en place un plan d'action pour essayer de relever ces niveaux-là et je fais une réévaluation 3 ou 6 mois après pour regarder est-ce qu'on est en train de monter en compétence, oui ou non. Ouais, donc, mais je suis obligé d'avoir du cheminement avec mon collaborateur pour pouvoir le faire. Au recrutement, c'est un peu difficile de pouvoir dire tout de suite, voilà, il est en maturité, parce qu'il y a des tâches sur lesquelles, bien sûr, on ne peut pas statuer tout de suite lors de recrutement. D'accord. Donc, tu te demandes comment savoir si je suis un bon manager. Tiens, je te laisse répondre. Question difficile. Question difficile. Relative, hein? Question difficile parce que moi, je me pose toujours cette question et je dis toujours à mes collaborateurs, à mes participants, aux cadres que je forme. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'on fait du management, qu'on a des équipes sous notre responsabilité. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ce domaine-là parce que j'ai eu à diriger jusqu'à 500 personnes. Donc voilà, ça me fait une grosse expérience. Mais jusqu'à aujourd'hui, je dis à tout le monde, on apprend encore. On apprend encore. Mais c'est facile de le savoir. Si vous atteignez vos objectifs et si vos collaborateurs vous suivent et approuvent ce que vous faites, ben, soyez rassurés que vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous n'atteignez pas vos objectifs, si au sein des équipes, il y a des conflits où les gens ne vous suivent pas toujours dans vos idées, dans vos décisions, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre type de management. Parce que soyez rassurés, hein, quand l'équipe ne fonctionne pas, ne posez pas des questions ailleurs. Posez-vous des questions à vous-même. Quand l'équipe ne tourne pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est aussi simple que ça, hein, pour un manager. Et ça va nous permettre de répondre à une autre question. Et également, les évaluations anonymes, ça peut également aider le manager à savoir les choses qu'il doit revoir. Oui, après, c'est vrai que c'est intéressant. Ça peut être subjectif des fois. Il faut faire attention. Mais c'est surtout les objectifs, ce qui nous relient. Voilà, qui doit fédérer en fait l'activité managériale. Il ne faut pas oublier ça. On est là pour atteindre des objectifs. D'accord. Donc, Babacar Sall a un souci avec son micro. Ouais. Sa contribution, c'est être manager, c'est diriger une équipe en les responsabilisant pour l'atteinte des objectifs. Il est appelé à prendre des décisions, à déléguer certaines tâches, à recadrer aux besoins et féliciter son staff en cas de performance. En résumé, un bon manager, c'est celui qui agit en leader.
RAS, rien à dire. Excellent. Merci beaucoup, Babacar, pour ta contribution. C'est dommage que ton micro ait des soucis. Bon, vraiment, ça aurait été un plaisir de t'écouter, développer tout ça, parce que vraiment, c'est une très bonne contribution. Merci. Donc, Hassan Diop demande quelle est l'importance de l'intelligence émotionnelle sur le rôle d'un manager. Alors, j'ai envie de dire à Hassan que c'est tout le rôle d'un manager, l'intelligence émotionnelle. C'est tout le rôle d'un manager. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est le fait de pouvoir, bien sûr, avoir beaucoup de recul par rapport aux situations et de faire la part des choses entre ce que vous ressentez et comment vous devez appréhender des questions. Et je pense que si tous les managers arrivent à faire preuve d'intelligence émotionnelle, ils vont vraiment beaucoup grandir. Moi, j'en suis un exemple. Et dans mes débuts de manager, je démarrais vraiment au quart de tour. J'avais un réflexe très technique, vraiment très sûr de moi, etc. Avec le temps, avec le management, j'ai compris que ce n'était pas forcément la meilleure méthode. Et j'écoutais différemment et j'essaie de comprendre ce que l'autre a voulu dire par ses mots, plutôt que de le prendre vraiment de façon personnelle. Oui, Hassan, je pense que l'intelligence émotionnelle a une grosse part dans le rôle d'un manager. De même que le leadership, de même que le développement personnel. Vraiment, je pense qu'il y a toutes ces disciplines-là, la communication, la PNL. Je pense que c'est tout ça que le manager doit aller chercher pour faire face aux défis qu'on va lui imposer. Et vraiment, c'est beaucoup de savoir-être. D'accord. Donc, Monsieur Ipandi demande, est-ce que l'approche est la même aussi bien lorsque le manager et les collaborateurs sont salariés de la même entreprise que lorsque les collaborateurs du manager sont des consultants indépendants? Très bonne question, Francis. C'est une question que je me pose aussi. C'est une question que je me pose aussi. Et c'est tout ça qui fait l'expérience du manager. Parce que moi, j'ai été confronté aux deux situations et je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours le même ressenti que vous avez. Parce que quand vous êtes en entreprise et que vous êtes salarié de même entreprise, c'est une même personne qui vous paye. C'est l'entreprise. Et vous n'avez pas de rapport genre paye-moi mon salaire. Mais c'est plutôt des objectifs. C'est beaucoup plus facile d'amener des collaborateurs à atteindre des objectifs quand vous êtes tous dans la même barque avec le même patron. C'est différent quand vous êtes votre propre chef et que vous avez d'autres qui sont plus ou moins rattachés à vous, mais qui dépendent quand même de vous dans certaines activités. Vous n'êtes pas forcément dans le même, on va dire, dans le même schéma. Moi, j'ai essayé les mêmes styles quand j'ai fait consultant et que quand j'ai fait chef d'entreprise, que j'avais des personnes, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas appliquer les mêmes théories. J'étais obligé d'avoir beaucoup plus de détachement. C'est ce que ça m'a appris. Je devais avoir beaucoup plus de détachement et de ne pas faire du management opérationnel quand je suis à un niveau de responsabilité où c'est moi qui donne la vision et les orientations. Et c'est plutôt au manager intermédiaire, au chef de projet qui devait jouer ce rôle-là. Moi, je devais juste donner des orientations et des indications plutôt que d'être vraiment agressif sur la partie managériale. Et malheureusement, c'est ça aussi qui fait la subtilité, on va dire, des facettes du manager. Mais ce que j'ai constaté quand même, c'est que toutes ces techniques-là qu'on est en train de voir, elles marchent. Si vous avez un consultant, par exemple, qui affiche un niveau de maturité M3, qui est démotivé, qui ne se sent plus, qui n'a pas envie de faire, en faisant du participatif et de l'associatif, ça marche. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres humains. Et l'humain, il est sensible quand on se soucie de lui, quand on s'occupe de lui, quand on l'écoute, etc. Donc, ça marche quand même. Ça marche. Merci, Francis, pour ta question. Céline demande, est-ce qu'un manager sensible pourrait correctement gérer son équipe sans avoir de remords en cas de perception négative des feedbacks ou évaluations?
Alors, j'aimerais bien que d'autres répondent, hein, parce que je pense que d'autres ont la réponse aussi. Vous pouvez revenir sur la question, Tiané. Très intéressante. Pour que les autres puissent également réfléchir là-dessus. Est-ce qu'un manager sensible pourrait correctement gérer son équipe? À vous, chers auditeurs, chers managers, c'est quoi la réponse? Alors, c'est quoi un manager sensible? Bonne question. Très bonne question, Céline. Moi, je suis un manager sensible. Je pense que nous tous, nous sommes des managers sensibles. Maintenant, c'est tout ça l'intelligence émotionnelle. C'est tout ça le développement personnel. C'est de pouvoir vraiment se départir de ces micro-situations qui peuvent vous donner un mauvais ressenti. Ce que je dis toujours aux managers et aux collaborateurs, c'est de rester focus sur les objectifs. Puisqu'on est là, c'est pour atteindre des objectifs. Alors, et on dit également aux managers, surtout les managers sensibles, et dans le séminaire en management d'équipe, on fait beaucoup de tests, on fait beaucoup d'évaluations, on fait beaucoup de cas pratiques sur ça. C'est des entretiens. Et nous, on recommande aux managers de se préparer. Pourquoi de se préparer? Parce que quand on est manager, il faut être prêt à tout entendre. Si on n'est pas prêt à tout entendre, ben, il faut encore faire du chemin. Il faut encore faire du chemin parce qu'on va vous dire des choses que vous n'aimez pas. On va vous faire des feedbacks négatifs. On va vous faire des évaluations ben, que vous ne vous attendiez pas à ça. Mais c'est ça aussi le rôle d'un manager. Ce qui est important dans tout ça, c'est de pouvoir l'accepter et de se poser la question avec son équipe, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer tout ça, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, pour que tout le monde puisse se sentir bien dans l'équipe. Et si le manager doit bouger, ben, il doit bouger. Alors, quand je dis bouger, ce n'est pas quitter son poste ni se déplacer, hein, mais c'est se décaler, changer de position. Parce qu'il y a des managers qui ne veulent pas bouger de leur position. Ce n'est pas possible. Dans votre équipe, vous avez certainement des personnes qui sont bien, qui ont de bonnes idées et qui ont envie d'être écoutées. Et par moment, le manager doit prendre son idée et la mettre de côté et appliquer l'idée des autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais manager, au contraire. Et il peut arriver aussi que vous notez des projets et que ça ne se passe pas bien, on échoue. Ben, on a échoué, je l'assume en tant que manager. Et qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine fois pour ne plus échouer? Il faut vraiment que le manager sensible, comme vous dites, parce que nous tous, on est comme ça, puisse apprendre à faire la part des choses, à accepter qu'on va faire des erreurs, on va se tromper, mais on est animé d'une bonne intention, d'une bonne volonté, donc on va toujours se ressaisir, on va demander pardon s'il le faut, mais on va aller atteindre nos objectifs. Ça, c'est très important. Et ça appelle beaucoup de maturité de la part du manager surtout. Donc, Monsieur Colli, il veut dire quelque chose, il a levé la main. Senghor Colli, à vous la parole. Oui, madame. Merci, madame. Je voudrais remercier M. Diallo pour la belle prestation. J'avais une question, à savoir comment le collaborateur peut passer du niveau 2 au niveau 4. La maturité 2 à la maturité 4. Très bien, bonne question. Alors, en général, ça se fait naturellement, M. Colli. Ça se fait naturellement parce que quand il est déjà en maturité 2, ça veut dire qu'il veut. Il a envie, mais c'est la compétence qui reste. Donc, qu'est-ce que je vais faire en tant que manager? Je vais lui donner cette compétence-là. Je vais faire en sorte qu'il ait toutes les connaissances. Je vais faire en sorte qu'il soit compétent pour y arriver. Et c'est comme ça qu'il va, au fur et à mesure, se sentir plein de confiance et exécuter la tâche correctement. Puisque l'envie est déjà là. Tout à fait. Et maintenant, pour du niveau 3 au niveau 4. Alors, du niveau 3 au niveau 4, c'est l'inverse qu'il faut faire.
il sait déjà, donc on n'a pas besoin de lui apprendre son travail. Donc, un collaborateur en maturité 3, quand je fais le travail de management avec lui, je ne vais pas lui apprendre son métier. Je ne vais pas lui montrer qu'il ne connaît pas, il n'est pas bien, etc. Je vais jouer sur l'aspect social. Donc, je vais essayer de le motiver, je vais essayer de l'écouter, je vais essayer de le responsabiliser, de le laisser prendre des décisions. Je vais le valoriser davantage pour qu'il puisse se libérer et hop, il va se ressaisir et le lendemain, il vous donne des résultats extraordinaires. Oui, parce qu'il a déjà la compétence. Donc, c'est l'envie qui manque et l'envie, vous allez le lui impulser parce que vous allez l'écouter, vous allez l'épauler, vous allez le soutenir. OK? Bon. Donc, Monsieur Pape Sali vous demande, est-ce que l'on peut avoir un aperçu sur les outils d'un bon manager? Alors, plusieurs outils, hein, je ne sais pas, il y en a, la boîte à outils du manager, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais en tout cas, les quelques outils que je peux vous conseiller, c'est le PDCA, la planification. Un manager, il doit être à cheval sur sa planification. C'est un outil de travail hyper important. Le reporting, c'est un outil de travail. Vous voyez, pour le manager, la grille de maturité des collaborateurs et le management individualisé, c'est des outils incontournables pour un manager. Ouais. Voilà, de tête un peu ce que je peux vous dire rapidement, puisque ça vous donne une dimension un peu au-dessus de votre équipe, parce qu'eux-mêmes, ils vont sentir que vous les gérez. Ils vont sentir que vous êtes en train de faire des actions pour eux, pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise dans leurs activités et ça va se faire ressentir. Mais il faudrait qu'au quotidien, le manager puisse communiquer, avoir une culture du reporting, savoir animer en permanence son équipe avec bien sûr du management situationnel. Donc, ça sera l'occasion de participer à notre séminaire. Hein. On a prévu une formation sur, bien sûr, les rôles du manager, où vous aurez les outils, les bonnes pratiques et tout. Donc, à la fin, nous vous informons par rapport aux dates de déroulement. Donc, il y a Diallo qui donne sa contribution et suivi d'une question. Pour classer la position de l'agent, on doit tenir compte de son savoir-faire et de son vouloir-faire. Mais est-ce que l'évaluation quantitative est suffisante pour le classer dans la matrice ou on doit tenir compte de l'aspect qualitatif, à savoir le comportement, la personnalité et la nature de l'agent? Bonne question. On doit tenir compte des deux aspects. Bien sûr, il y a un aspect quantitatif qu'on peut voir tout de suite pour l'agent. On sait qu'il a tel niveau de compétence, il a tel niveau de résultat, il a atteint ses objectifs, il n'a pas fait ci, etc. C'est facile. Mais bien sûr, l'autre aspect qui est très important, c'est-à-dire le comportement, la personnalité de l'agent, ça détermine son vouloir-faire. Parce que quand je fais quelque chose par engagement, ça se sait. Et quand je ne suis pas engagé également, derrière l'explication, vous l'avez avec le collaborateur. Donc, il faut bien sûr coupler toutes ces choses-là pour pouvoir le situer dans une grille de maturité. Donc, c'est la compétence et l'engagement. Il faut regarder la compétence et regarder derrière l'engagement du collaborateur. Quelle attitude d'un M4 devant un manager avec un style autoritaire directif? De Monsieur Damdiaye. Oui, Dame. Très bonne question, Dame. Et la plupart des M4, ils ont ce souci-là avec certains managers. Ouais. Ils ont ce souci-là parce que moi, je suis M4, je suis motivé, je suis plein de volonté, j'ai envie de faire, mais j'ai un chef qui ne me laisse pas respirer. Et bien sûr, maintenant, on va aller vers d'autres niveaux de management où je dis toujours aux managers, j'estime que le bon manager, ce n'est pas seulement celui qui sait gérer ses équipes, mais c'est celui qui sait gérer également son N+1. Il faut savoir gérer celui qui est au-dessus. Et
quand vous savez gérer celui qui est au-dessus de vous, là, vous avez atteint vraiment le bon niveau parce que vous pouvez matcher la relation entre votre hiérarchie et les collaborateurs qui sont en dessous de vous. Alors, quand vous avez un manager style autoritaire, directif, dès que vous le savez en tant que M4, votre problème est réglé. Votre problème est réglé. Parce que vous savez que ce manager-là, il n'en a pas après moi en tant que M4. Il n'en a pas après moi, après mes dossiers, après mon poste, mais il est comme ça. C'est son style majoritaire, c'est son style préférentiel. Et comme c'est son style préférentiel, mais je vais le accepter, mais je vais m'organiser de telle sorte que tout ce qu'il a l'habitude de me demander, tout ce qu'il a l'habitude d'exiger et de mettre sur la table, je le prépare à l'avance. Et je n'ai plus de problème avec lui. Il veut ses rapports toutes les semaines. Avant même qu'il le demande, je lui donne. Tous les jours, il veut que tout le monde soit là à l'heure à sa réunion. Je suis là 5 minutes avant. Le point qu'il me demande tous les soirs, je lui donne avant qu'il me demande, etc. Et chaque fois, ça va faire le tilt dans sa tête et il va se rendre compte que bien, avec un tel, vraiment, j'ai aucun problème. Et il va vous laisser tranquille, il vous fout la paix. Moi, c'est la seule méthode que j'ai trouvée. J'ai été confronté à des situations comme ça, je me suis adapté et tout le monde se plaignait du manager, moi non. Pourquoi? Parce que j'avais accepté son autorité. Et attention, ça fait partie aussi des qualités d'un collaborateur, d'accepter l'autorité. Parce qu'un jour, votre autorité devra être acceptée, donc il faut apprendre à gérer ça également. Très intéressant. Merci, Monsieur Niang, pour votre contribution. Il dit, je pense que le recul est très important pour gérer le stress et perception négative des collaborateurs. Donc, merci, Monsieur Niang. Il a raison. Ouais. Francis Ipandi, il y a plusieurs années, quelqu'un m'a dit qu'un bon manager donne de l'importance au travail de ses collaborateurs et les fait monter en compétences. Cette personne était bien sûr M. Oumar Diallo, ici présent. Donc, merci Oumar pour les enseignements que vous donnez tout le temps. Merci Francis. Alors, Francis, c'est un consultant international maintenant que j'ai eu le plaisir d'avoir. Je l'ai recruté, je pense, en 2010 ou 2012, je ne me rappelle plus très bien, d'une entreprise. Il était mon responsable qualité sur toute la partie logistique dans une grande entreprise au Gabon. Et on a tissé vraiment de très bonnes relations. C'était un vrai professionnel. On a très bien collaboré. Et pour arriver à la fin, aujourd'hui, il a son cabinet. Il est un consultant. Il fait d'excellentes choses en matière de QSE. Et il me fait même travailler. Donc, pour vous dire comment c'est valorisant d'avoir des collaborateurs de ce calibre-là qui deviennent votre chef après quelques années. Et c'est un plaisir, vraiment. Avec plaisir. Monsieur Diouf Ibrahima, oui, s'il est objectif, centré sur les objectifs et être capable de se détacher émotionnellement si nécessaire. Ne rien prendre personnellement. Premier des 4 accords. Accord, exactement. C'est ça. Très important. Ce détachement, il est très important si on veut grandir professionnellement. Vraiment de rester centré objectif. Merci Ibrahim. Merci. Donc, pour ceux qui demandent le support et l'enregistrement, vous l'aurez à la fin. Nous avons une base de données avec votre contact mail. Nous ferons un mail après pour vous donner l'enregistrement et le support. En attendant de vous recevoir dans notre formation sur le management qui sera animée par M. Diallo. Donc, je pense que toutes les questions ont été traitées. Donc, M. Damdiaye dit M2 plus formation égale M4. M3 plus motivation égale M4. Exact. Tu as tout compris. Voilà, c'est simple. Mission accomplie. Super. Donc, merci. Donc, nous avons vu ensemble la valeur ajoutée d'un manager, donc le changement d'identité professionnelle du manager. Nous avons vu les qualités d'un bon manager, accroissement de la mobilité des collaborateurs, également le management situationnel et enfin les différents styles
de management selon les auteurs. Donc, nous avons vu ces différentes parties qui sont très intéressantes. Ça veut dire qu'au final, le manager doit bannir le copinage et l'autoritarisme. Il faut carrément le sortir de notre jargon de vie quotidienne pour être vraiment un bon manager et puis dérouler nos missions comme on nous le demande. Donc, j'ai également noté que le manager, c'est 80% de savoir-être et 20% de savoir-faire. C'est-à-dire que le savoir-être est beaucoup plus important pour un manager que le savoir-faire. Voilà, nous avons également vu les différents styles d'un manager et au final, un bon manager emprunte les éléments suivants. Le leadership, connaître la voie, montrer la voie, parcourir la voie et devenir la voie. Donc, généralement, c'est ce que j'ai pu retenir. C'était très intéressant, très pratique. Merci encore une fois à M. Diallo pour votre pédagogie. Ça ne nous surprend pas. Le cabinet fait un bon choix de ses experts formateurs. Donc, nous ne prenons pas n'importe quel formateur. Nous prenons tout le temps des consultants qui ont de l'expertise, qui partagent avec les auditeurs, les managers ou participants leur savoir, leur vécu, qui les orientent à prendre de bonnes décisions. Et vraiment, chapeau à M. Diallo, il en fait partie. Merci Tchané, merci surtout aux participants, merci à tout le monde d'avoir répondu présent et merci pour vos échanges, pour vos questions. C'était très instructif pour tout le monde, merci beaucoup. Donc, merci à vous, chers managers. Donc, ITTE est là. Nous vous accompagnons à vraiment pour vous monter en compétence, le développement du capital humain. Et puis, tout de suite, nous allons vous présenter les différentes formations que nous avons prévues de avril à juin. Et également les certifications qui sont en cours de déroulement. On a démarré avec responsable ressources humaines. Responsable formation va se faire à partir du 16 avril. Le reste suivra. Autant pour moi. Donc, merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. Je vous laisse voir nos événements à venir.